Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur la synergie entre la finance et le lean. Donc moi je me présente, je suis Camille Lambert, je suis chargée de projet marketing au sein de la société XL Group. Et donc aujourd'hui la session sera animée donc par notre président Éric Huguer et par Samuel Desrignocourt qui est président de la société Saphir Expertise. Alors, pour commencer, je vous communique juste quelques règles importantes. Donc, pour le confort de tous, les micros de vos ordinateurs ont été coupés. Voilà, ça permet d'éviter de faire des interférences. Sachez que vous pouvez poser vos questions tout au long de la session via le module de conversation qui se situe donc en fait à droite. Vous avez juste à cliquer sur la petite page de conversation, là où toutes les personnes disent bonjour. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la session et nous prendrons à peu près 15 minutes à la fin pour y répondre. La question a déjà été posée, mais sachez que les slides et le replay de la webconférence vous seront transmis d'ici quelques jours. Vous recevrez un mail pour ça. Alors, je vais juste vous présenter brièvement la société XL Group. Donc, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis 30 ans et nous avons une antenne à Paris, à Grenoble et à Rennes. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à Éric et à Samuel et je vous souhaite à tous une bonne webconférence. Bonjour à toutes et à tous. Je vais laisser Samuel se présenter et présenter son entreprise. Vas-y, Samuel. Oui, bonjour à tous. Donc, Saphir est un cabinet d'expertise comptable et d'audit, commissariat aux comptes, créé en 1992, implanté dans les Hauts-de-France. Moi, j'ai rejoint l'entreprise en 2000 et j'ai racheté le cabinet en 2015 par LBO. Voilà, donc Saphir propose plusieurs activités autour de l'expertise comptable du commissariat aux comptes, comme le droit des sociétés et des affaires, l'externalisation de la paye, la fiscalité, les ressources humaines, les stratégies pilotage de l'entreprise, la gestion de patrimoine, le recouvrement de créances et les formations. Et pour développer nos activités, on s'appuie sur 5 fondamentaux. Donc, c'est du coaching quotidien de la gestion d'entreprise et c'est vraiment spécifique au secteur d'activité de nos clients, hein, donc de la santé, le bâtiment, BTP, l'agroalimentaire, la logistique et le CHR. Voilà, notre leitmotiv, nos valeurs, c'est la disponibilité, la réactivité et l'efficience, hein, l'optimisation des schémas, le respect des délais. Pour ça, on s'appuie sur une équipe de spécialistes dans chaque domaine d'activité exercée, donc des juristes, experts comptables et conseils en gestion de patrimoine. Nous avons aussi développé des accès digitaux, hein, des espaces clients web dédiés, des outils personnalisés en fonction des besoins et des activités de chacun. On a aussi une offre full service informatique et du conseil en gestion de patrimoine, hein, donc une offre 360 de la création jusqu'à la transmission de l'entreprise et même un accompagnement post-cession par la gestion de patrimoine et des actifs qui suivent la cession d'entreprise. Voilà, je repasse la main à Éric. Ok, merci Samuel. Rebonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai cru repérer dans les participants Marc Gilson et Éric Lefranc. Donc, bonjour à vous deux. Alors, je suis désolé, j'en ai peut-être oublié d'autres puisqu'on est à un peu plus de 100 personnes. Donc effectivement, l'idée aujourd'hui, alors c'est un peu ambitieux parce que réunir le lean et la finance en 45 minutes, c'est un peu, c'est un peu court. L'objectif, c'est de démontrer qu'il y a effectivement de la synergie, de la complémentarité, mais que malheureusement, dans certains la finance, dans sa vision peut-être la plus traditionnelle, peut être considéré comme un frein vis-à-vis de programmes de transformation lean. C'est un petit peu ce qu'on vous propose je dirais, de découvrir ce matin. Donc là, je vais simplement rappeler quelques éléments de contexte.
Ensuite, on rentrera, je dirais, dans le dur. Le temps, c'est de l'argent, l'écoulement plutôt que les coûts. On essaiera de voir que, en fait, c'est en se focalisant sur les coûts qu'on risque plutôt de les augmenter et en tout cas de ne pas atteindre les résultats escomptés. Ensuite, on balayera la nécessaire réconciliation entre les opérationnels, le monde du lean, de l'amélioration continue, c'est-à-dire les praticiens qui font des chantiers, qui s'évertuent je dirais, travailler sur la résolution de programmes, sur la résolution de problèmes, sur l'apprentissage, sur la lutte du gaspillage. Et puis à côté de ça, peut-être des financiers qui, parce que ils ont une approche peut-être un peu trop traditionnelle, de ne pas arriver, entre guillemets, à ce qu'on valorise correctement les gains qu'on peut générer au niveau de l'opérationnel et de les transformer, en fait, tout simplement au niveau du compte de résultat. Et puis, on terminera par quelque chose qui est un peu plus actuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit quand même une crise sanitaire, quelque chose d'assez inédit, et on verra justement comment essayer d'utiliser le lean accompagné par la finance pour sécuriser et développer. Alors le contexte, ça c'est un acronyme qui commence maintenant à être assez connu. Alors VUCA en français, VUCA en anglais. Tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, il est assez difficile d'avoir des prévisions à peu près claires, je dirais, prolonger dans le futur. On a un comportement des acheteurs notamment qui peuvent être assez volatiles, aussi une certaine incertitude quant à l'évolution d'un certain nombre de choses, et ce qui fait qu'on évolue de plus en plus dans un environnement qu'on peut qualifier de complexe. J'insiste sur ce point parce qu'on reparlera de ce sujet par la suite. Et en fait, l'ambiguïté provient du fait que si c'est volatile, incertain et complexe, c'est un peu compliqué d'aller, comment dirais-je, de savoir par où il faut commencer, par où il faut exactement aller. Et en fait, c'est effectivement ce qu'on appelle la nouvelle normalité. Alors, une fois qu'on a dit ça, je voudrais m'appuyer sur quelque chose de plus factuel, qui est une étude qui est parue au sein de l'Harvard Business Review, qui a été, je dirais, fait par le Boston Consulting Group, et qui a réfléchi, qui a observé plus exactement la mortalité des entreprises depuis à peu près 40-50 ans. Et en fait, ils se sont aperçus que globalement, le taux de mortalité est multiplié par 6, que l'âge moyen des boîtes, de durée de vie des boîtes a considérablement baissé, et ils ont essayé de comprendre d'où ça venait, quelles étaient les causes racines, et dans l'article, la synthèse, si je puis dire, c'est de se dire que si les entreprises disparaissent plus tôt, c'est qu'elles ont un mal fou à s'adapter à l'augmentation de notre écosystème et de la complexité dans lequel nous vivons. Tout simplement parce qu'il faut être plus fort, plus rapide, moins cher pour hier, etc., etc. Et que certaines entreprises, je dirais, ont du mal à s'adapter à ce type de nouvelle normalité. Et en fait, on répond à cette logique de complexité. On répond à cette logique de complexité en s'organisant. Les boîtes font beaucoup de choses, et on fait effectivement du process, des rôles et responsabilités. Et puis tout ceci, progressivement, fait qu'on augmente les coûts parce qu'on augmente, et on fait pas mal de bureaucratie. Et à ce C'est ce qu'on titre, appelle la bureaucratie, c'est ça, hein, on est d'accord. voilà, c'est exactement ça. Et en fait, ce que je vous renvoie à un bouquin qui a été, je dirais, écrit par Yves Morieux, qui est l'un des directeurs associés toujours du Boston Consulting Group, qui est Smart Simplicity, et qui décrit, je dirais, de manière assez claire la difficulté que les boîtes ont de répondre
par rapport à ces sujets, et notamment le fait de créer plus de complications pour répondre à la complexité, bah, non seulement c'est pas forcément la bonne réponse, mais en plus ça apporte plus de bureaucratie et plus de coûts. Mais Une fois qu'on... généralement, c'est une réponse immédiate hein, que l'on met en place. Hein. C'est plus de bureaucratie, plus de process, plus de principes. Hein. C'est ça. Et ça nous empêche, je dirais, d'anticiper et de travailler un peu plus sur le long terme. Bon, pour l'instant, ce sont des constats. On règle pas grand-chose. Alors pour revenir de manière plus précise sur notre thématique, c'est comment en fait le lean et la finance peuvent se combiner entre eux pour justement de pouvoir travailler sur la notion de performance, mais la notion de performance qu'on pourrait qualifier d'équilibrée. Alors à ce titre, je vous présente ici le modèle de Dupont. C'est un modèle qui a été, je dirais, imaginé par un ingénieur électricien de mémoire qui s'appelait F. Donaldson Brown dans les années 60 chez Dupont de Nemours. C'est pour ça qu'on appelle le modèle de Dupont, et qui a essayé en fait de donner une lecture financière, mais quand même relativement simple, de la rentabilité des capitaux employés, donc de la performance économique. En fait, ici, on voit qu'on combine à la fois des postes issus de comptes de résultats, des postes de bilan. Donc, on va retrouver classiquement les ventes, les coûts. Bon, ça nous donne un résultat, une profitabilité. Et puis, dans la partie basse du modèle, on retrouve les immobilisations, le besoin en fonds de roulement et les capitaux employés. D'accord? Donc, en fait, la rentabilité des capitaux employés, c'est ni plus ni moins que la performance économique, donc le résultat d'exploitation sur ces fameux capitaux employés. Donc ça, c'est la partie orange, qui est plutôt une lecture relativement classique effectuée par les financiers lorsqu'ils font des analyses. Et puis sur la partie gauche, la partie bleue, on voit les thématiques qui sont adressées en fait par les praticiens de l'amélioration continue, ceux qui sont effectivement dans nos organisations, dans les structures pour travailler sur les sujets de la résolution de problèmes, de l'apprentissage. Et là, en fait, je ne note que le résultat, si vous voulez, c'est la partie visible de l'iceberg. Je ne veux absolument pas réduire le lean à sa vision la plus financière. Ça, c'est la résultante de tout ce qui va être fait au niveau de l'engagement des collaborateurs, de la motivation, de la résolution de problèmes, du système d'apprentissage. Ça, ce sont je dirais, des fondamentaux qu'on va chercher pour faire de l'amélioration continue. Mais néanmoins, si on essaye de voir l'impact du lean sur ce fameux modèle de Dupont et sur la rentabilité des capitaux employés, ben vous voyez très précisément que si vous êtes dans une logique où vos clients, ils apprécient vos produits parce que vous les servez bien en temps et en heure, vous développez de la qualité, vous développez de l'intimité client, il y a fort à parier qu'en termes d'augmentation de revenus, ça peut jouer. Je vais laisser la partie profitabilité pour passer aux parties capital efficiency. Donc en fait, de la même manière, si vous travaillez dans une logique d'amélioration continue, ben, vraisemblablement que comme vos clients sont satisfaits, ils vont vous payer à l'heure, vraisemblablement que vous allez bien gérer vos stocks, et puis que vous allez faire des immobilisations, je dirais, qui sont en phase avec l'écoulement de vos produits. Donc, ce que les gens de Toyota appellent des monuments, c'est-à-dire des grosses machines super polyvalentes, super efficientes, mais en fait, dans les faits, ça vous... D'abord, c'est cher à l'investissement, ça vous fait des dotations aux amortissements, et puis est-ce qu'on en a réellement besoin, si ce n'est que pour faire du surstock. Donc, à la fois une problématique de croissance et une problématique du capital, et au milieu, vous avez les coûts. Alors, c'est là où ça peut se compliquer. Parce que dans les coûts,
de quel coût on parle en fait? Est-ce qu'on parle du coût partiel? Est-ce qu'on parle du coût total? Est-ce qu'on parle du coût variable? Est-ce qu'on parle du coût fixe? Est-ce qu'on parle du coût au sens coût de revient unitaire, c'est-à-dire matières premières, frais généraux et puis par main-d'œuvre? Ou est-ce qu'on parle des coûts dus à la non-valeur ajoutée, comme les gaspillages, hein, les temps d'attente, la surproduction, la non-qualité, etc. Alors on parle vraisemblablement un peu des deux. Et ça nous amène à travailler sur la profitabilité. Donc, le lean va avoir un impact clair sur la profitabilité via la productivité qui peut aussi avoir un impact sur la qualité. C'est-à-dire que globalement, plus vous êtes sur du bon du premier coup, plus vous éliminez le rework, plus vous éliminez les tâches à non-valeur ajoutée, et donc vous pouvez ainsi avoir une meilleure productivité pour une meilleure profitabilité. Mais il subsiste quand même la difficile équation du coût où, en fait, on va être soumis parfois à des calculs issus du contrôle de gestion qui vont faire que le coût de revient unitaire va augmenter artificiellement alors que vous, sur le terrain, vous avez fait du Kaizen, vous avez diminué la taille de l'eau, vous avez diminué les stocks et vous avez enlevé du gaspillage. Et là, ça frustre tout le monde parce qu'on entend encore, et je l'ai déjà entendu, depuis qu'on fait du lean, on augmente les coûts. Ce qui est un peu surprenant. Donc voilà, juste pour camper un peu le décor, si vous voulez, de cette synergie entre la finance et le lean. Alors, pour illustrer un peu ça, je voudrais passer par ce que les logisticiens connaissent bien, c'est la loi de Plossol qui dit que tous les bénéfices, en fait, sont directement liés à la vitesse du flux des matières et des informations. Si on matérialise, en fait, une organisation industrielle ou même de service comme étant un tuyau dans lequel, en fait, on injecte des matières premières qu'on va progressivement transformer en semi-fini puis en produit fini, en apportant de la valeur ajoutée, on va en fait s'apercevoir que plus on a un écoulement qui est rapide, plus on va pouvoir générer du flux rapidement et plus on va pouvoir générer du cash rapidement. Donc, ce n'est pas forcément en ayant une vision purement centrée sur l'optimisation du coût unitaire qu'on va pouvoir optimiser globalement la performance de l'entreprise. Donc là, on est à ce qu'on connaît bien dans le lean, mais qui n'est pas forcément toujours évident à traduire de manière financière, c'est l'optimisation locale versus l'optimisation globale. Et on a des exemples, c'est-à-dire le taux d'équipement des machines, le taux d'efficience émodée, etc., etc. Et donc là, on peut avoir quelques divergences de points de vue entre des opérationnels qui vont être plutôt sur, je dirais, l'écoulement et la loi de Plossol, et puis des financiers qui vont être plutôt sur un contrôle de gestion plus traditionnel, issu de la microéconomie, où on va calculer le coût moyen, le coût marginal, et dont, en fait, la question, c'est de maximiser le profit en mettant une quantité de production qui, justement, maximise ce profit, mais qui, en fait, optimise le coût de production unitaire. Alors, je reviens sur le slide précédent. L'accélération des encaissements des créances clients, c'est aussi du flux. Hein. Je sais, ça apparaît sûrement dans le graphe, là, ici, à la fin, mais c'est du flux et c'est dans le tuyau. Hein. Et c'est en fait dans ce qu'on va considérer comme étant le travail qu'on fait. Et là, typiquement, c'est typiquement on va dire, de l'amélioration dans les services de relance, où on va être en mesure de suivre la balance AG et l'encaissement des clients et la trésorerie. Donc là, on a directement, effectivement, un impact positif. Okay. Alors, exprimé d'une manière un peu différente et que les praticiens du lean connaissent bien, c'est la loi de Little, qui parfois peut être un peu contre-intuitive, mais qui, résumée de la façon suivante, donne sens, c'est-à-dire qu'à profil d'écoulement des ventes constant, en fait, l'encours est proportionnel au temps de traversée. Et on sait bien que si on arrive à diminuer le temps de traversée, on aura des encours moins conséquents, donc on va taper un peu moins dans le BFR, on va relarguer un peu de trésorerie et surtout, on sera dans une capacité de livrer beaucoup plus rapidement
nos produits à nos clients. Alors à ce titre, je vous ai indiqué ici un bouquin qui illustre bien en fait le temps c'est de l'argent, qui est The Monetary Value of Time et qui égrène de multiples exemples qui visent justement on va dire, à matérialiser ce qu'on essaye d'expliquer là, c'est-à-dire l'approche d'écoulement plutôt que l'approche des coûts. Alors, je voudrais là rentrer un peu plus dans ce que j'ai dit précédemment en prenant un exemple simple d'un procédé de fabrication qui est composé de 4 opérations unitaires, du meulage, du perçage, de l'usinage et de l'inspection et packaging. D'accord ? Donc 4 opérations unitaires, un flux industriel relativement classique. Mais vous avez en fait ici représenté entre le meulage et le perçage la matérialisation en fait d'un gaspillage qui représente un temps d'attente. D'accord ? Ce temps d'attente, il est présent parce que le perçage utilise un équipement qui se veut très performant. Vous verrez un temps de cycle d'1 minute, mais comme il est très performant, eh bien, on a rendu cet équipement polyvalent, c'est-à-dire que plusieurs produits passent sur cette unité de perçage. Donc en input, on a la taille de l'eau, le coût de main-d'œuvre, le taux des frais généraux, les données techniques. Donc ça, c'est classique. Quand on se prépare à calculer des coûts de revient industriels, on a bien ces données-là qui sont hébergées souvent dans le module de calcul des coûts industriels de nos ERP ou maintenues par les financiers et le contrôle de gestion. Et puis en output, eh bien, on a les lead time, les temps process, le coût de revient unitaire et l'encours du stock. Et en fait, l'exercice là vise à démontrer, ou plutôt à montrer l'impact de l'élimination de ce fameux temps d'attente sur le coût de revient industriel. Donc, on va présenter ici un petit graphique. Alors, les praticiens du Lean reconnaîtront là une VSM simplifiée dans laquelle vous avez en fait les différentes opérations. Et puis, vous avez une taille de lot qui a été choisie arbitrairement à 3000, et c'est un peu ce que j'indiquais, c'est-à-dire que l'équipement de perçage est très performant, mais c'est une ressource critique qui est partagée et qui génère 2 jours d'attente. D'accord ? Donc là, vous voyez vos 2 jours d'attente, et puis vous voyez qu'on a un temps de cycle d'1 minute. Okay ? Donc, dans l'exercice là, je commence par le meulage, et puis sur une taille de lot de 3000, je termine jusqu'à mettre en stock. Alors là, je vous demanderai de me croire en termes de... En fait, j'ai ici fait une value stream costing, c'est-à-dire que j'ai chargé les coûts, main-d'œuvre, frais généraux, qui descendent en fait de coûts de revient industriel. Et pour arriver à une valorisation, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais de 30 € par item. Donc là, c'est l'augmentation de la courbe, d'accord, qui en fait, les 30 € sont composés de la part matière, de la part des frais généraux et de la part de la main-d'œuvre directe. Alors, on se dit, bon, on réfléchit, on réunit l'équipe d'amélioration continue, on fait un Kaizen, et on se dit, bon sang de sort, les 2 jours d'attente, c'est pas possible. Et puis, on a une machine là qui traînait dans le coin, mais qui est moins performante. Mais on peut quand même travailler pour dédier la ligne, et donc cet équipement de perçage, en fait, devienne, on va dire, intègre cette ligne dans une logique d'équipement dédié. Donc, on fait le Kaizen, suppression du temps d'attente, et là, vous voyez qu'on passe par un matériel de perçage qui est moins performant, puisque on est passé à 4 minutes de cycle. C'est-à-dire qu'avant, on faisait 1 minute pour faire un article. Aujourd'hui, avec le perçage, on en prend 4 minutes. Donc, globalement, on a augmenté le temps process. D'accord ? On a augmenté le temps process, mais on a supprimé les temps d'attente et on a fait un peu d'amélioration continue, et on a réduit la taille de lot de 3000 à 300. Ce qui fait qu'en faisant rigoureusement la même méthodologie de calcul, on a bien évidemment réduit
le stock d'encours, puisque précédemment, on était à 90 000 euros et on est passé à 10 000 euros. C'est tout à fait logique puisqu'on a réduit d'autant le lead time. Donc là, on est bien sur, je dirais, la loi de Little. Donc déjà, on est passé sur un stock d'encours qui est minimisé. Par contre, je ne sais pas si vous le voyez là, mais on a augmenté le coût de revient unitaire. On a augmenté le coût de revient unitaire puisqu'il est passé de 30 euros à 34 euros. Ce n'est pas si surprenant que ça parce qu'en fait, on a augmenté le temps process de 15 minutes à 18 minutes, tout simplement parce qu'on a un delta de 3 minutes sur le poste de perçage. Mais au final, et c'est un peu le slide qui le résume, on a diminué la taille de l'eau, donc on est plus réactif et flexible. On a diminué le lead time par la loi de Little, on a diminué de manière considérable les encours, puisqu'on est passé de 90 000 euros à 10 000 euros. On a fait du Kaizen, on s'est mis dans une logique d'amélioration continue parce que on a travaillé sur, la réduction de la taille de l'eau, l'élimination des temps d'attente, mais on a augmenté artificiellement par notre méthode de calcul, je dirais en coût complet, matières premières, frais généraux et MOD, on a augmenté artificiellement le coût de revient unitaire. Alors, je sais que parfois, ça peut être un peu contre-intuitif. Là, on est sur un cas simple, hein, avec une allocation de frais généraux. Je ne vous l'ai pas mis dans le détail parce qu'on n'a pas trop le temps, mais avec une allocation de frais généraux qui est somme toute très très simple, on sait très bien dans nos boîtes que les calculs de coût de revient unitaire sont quand même faits avec des réaffectations de frais généraux avec des coefficients qui sont parfois un peu complexes à comprendre et qui en fait ne représentent pas concrètement la performance de la boîte. Parce que imaginons qu'on mette en production après notre amélioration continue. Le RP, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son coût de revient standard à 34 euros. Donc, il va vous sortir des écarts, tous ces fameux écarts, écarts sur temps machine, écarts sur MOD, etc., etc. Il va vous sortir des écarts qui vont être défavorables. Et en fait, vous allez, en tant que patron d'usine, recevoir un mois après des rapports du contrôle de gestion qui vont vous dire que vous avez des écarts défavorables. Or, vous, avec vos gars, vous avez réduit la taille de l'eau, vous avez réduit le lead time, vous avez fait du Kaizen, et donc vous êtes un peu dubitatif. C'est un cas que j'ai personnellement vécu lorsque j'étais dans les opérations. J'étais en pharmaceutique. Ce n'était pas sur ces opérations-là, c'était sur une opération de conditionnement et de sous-traitance de conditionnement où en fait on nous expliquait qu'on était plus cher et en fait en réinternalisant, il se fait que globalement on a été plus rentable. Donc voilà, donc ces sujets qui sont parfois contre-intuitifs, mais qui sont assez passionnants parce que, quelque part, y a des choses comme ça qui font que la vision de l'amélioration continue et la vision de la compta industrielle traditionnelle peuvent donner des signaux un peu différents. Alors, pour conclure ça, et je conclurai aussi en termes de bibliographie par un bouquin qui a été écrit en 1983, je crois, donc c'est pas d'hier, c'est Vaincre le temps, et dans lequel, quelque part, ça matérialise un peu ce qu'on a essayé de se dire là, c'est-à-dire que le delta de flux, c'est la vitesse à laquelle vous prenez une matière première et vous le transformez en produit fini. Et la delta de vitesse du cash, c'est en fait la génération du cash que vous générez, c'est l'impact financier du delta de flux. Et ça vous maximise mécaniquement le retour, je dirais, le retour sur capitaux employés. En fait, ce qu'on décrit dans le bouquin et ce qu'on observe chez beaucoup d'entreprises qui sont vraiment focalisées sur les temps et sur l'écoulement, eh bien, c'est le fait de raccourcir, en fait, je dirais, les délais et d'être centré là-dessus, fait qu'on augmente les bénéfices et la performance de l'entreprise. Et donc, on matérialise ceci avec la loi de Plossol. Alors, une fois qu'on a dit ça, on voit bien qu'il peut y avoir une petite incompréhension ou une petite différence entre l'approche traditionnelle
donc du coût unitaire, avec ce qu'on fait concrètement sur le terrain. Et pourtant, on l'a vu avec le modèle de Dupont, toutes nos améliorations font que quelque part, on va bien soit travailler sur la création de valeur, soit sur la rentabilité des capitaux, soit même sur la baisse des coûts. Mais encore une fois, de quel coût on parle? Et dans la logique, je dirais plutôt du lean originel, on est plutôt sur la réduction des coûts, mais la réduction issue de la valeur ajoutée, c'est-à-dire un peu ce qu'on a fait là dans l'exercice précédent, lorsqu'on a supprimé en fait, je dirais, le temps d'attente. On n'est pas tant sur la logique de coût unitaire. Alors, autre sujet, celui de la maximisation des taux d'équipement. C'est-à-dire que, et là je rejoins un peu ce qu'on disait avec l'appareil d'équipement de perçage, c'est-à-dire qu'on fait un investissement, et cet investissement, on juge qu'il est performant, donc il nous a coûté cher, ok, et donc on veut le rentabiliser, et donc on veut le faire tourner. Et donc on peut avoir tendance, dans certains cas, à maximiser le taux d'occupation. Et là, je vous mets un modèle qui est issu de la théorie des contraintes et que les gens de la théorie des contraintes connaissent bien, c'est-à-dire que si on s'approche de je dirais, d'un taux de saturation entre 80 et 90%, le problème, c'est que on va rapidement augmenter la file d'attente et les temps de passage. Et donc, on va être dans un mode de dégradation. C'est valable aussi pour les humains, c'est-à-dire qu'on va augmenter les irritants, on va augmenter la fatigue, on va augmenter les pannes, etc., etc. Donc ça, c'est une question qui est aussi qui peut être un peu différente entre le monde de l'amélioration continue et le monde de l'analyse purement financière, où on va avoir peut-être parfois tendance, sur quelques calculs, à vouloir maximiser un équipement qui aura coûté cher. Alors, je vous présente juste un exemple pour matérialiser un peu ça, qui est un exemple d'une société de services. Donc, vous avez ici la courbe en bleu foncé, qui est le taux de facturation des consultants, d'accord, qui était de 64% en 2016 et de 52% en 2019, avec ici en bleu clair une augmentation non négligeable du chiffre d'affaires. Alors, je préfère anticiper la question. En fait, le taux journalier, l'impact n'est pas issu du taux journalier. Hein. Ce qu'on constate, c'est qu'on a un taux d'équipement, entre guillemets, un taux de saturation, entre guillemets, des consultants qui baisse de manière significative, avec ici une augmentation, je dirais, non négligeable du chiffre d'affaires. Tout simplement parce qu'à un moment donné, on baisse un peu la pression. Donc, je ne vous raconte pas aussi l'impact sur le turnover. D'accord, ça joue aussi donc, sur le bien-être des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on facture moins unitairement, mais au global de l'entreprise, on a, je dirais, augmenté de manière significative le chiffre d'affaires. Alors, bien sûr, ça s'est fait en appelant de la sous-traitance, d'accord, puisque le chiffre d'affaires, il a bien fallu le faire comme cela. Et donc, en appelant de la sous-traitance, ça nous a permis de pouvoir baisser un peu la pression sur le consulting interne, sur les permanents. Bien évidemment, le corollaire de ça, c'est qu'on a légèrement dégradé le compte de résultat avec le résultat d'exploitation parce qu'on a un peu augmenté, je dirais, les dépenses issues de la sous-traitance. Mais voilà, donc là, on est bien sur un équilibre, entre guillemets, entre de réconcilier l'économique et le social, si je puis dire, où en fait, on voit qu'en désaturant un peu les équipements ou les hommes en la matière, on arrive à une augmentation globale de la performance si je considère que dans ma performance, j'ai le turnover et j'ai le bien-être le bien-être des collaborateurs. Alors, autre calcul, entre guillemets, donc là, il s'agit d'une analyse, en fait, d'une analyse par la marge brute. Souvent, dans nos entreprises,
donc là, vous voyez un compte de résultats, voilà, donc issu de la compta gênée. Et là, la partie à droite, en fait, c'est on va dire, c'est l'explication de la compta gênée en compta analytique en regardant la répartition des différents produits. D'accord ? Sans rentrer forcément dans le détail, mais on a une décomposition classique, donc matière, main-d'œuvre, frais généraux. Et en fait, vous avez ici représenté la courbe orange qui représente le profit cumulé sur les 5 produits. D'accord ? Donc là, vous retrouvez 207. 207 ici en compta gêné, 207 des frais au niveau du résultat d'exploitation, et puis 207 ici. D'accord ? Donc vous avez une courbe qui augmente parce que au fur et à mesure de vos produits, vous êtes en cumulatif de profit. On fait une analyse un peu froide par rapport à la marge brute, et on se dit que le produit B, il marge à 10%, le produit D, il marge à 11%, donc par rapport aux produits A, C et E, on peut se dire, on vire et on fait des opérations un peu de sales et marketing pour balancer en fait les 300 de B et les 300 de D sur les produits restants ACE. Donc vous vous retrouvez uniquement avec 3 produits. D'accord ? Eh bien, si on fait ça dans la configuration telle qu'elle est là en termes de structuration des coûts, alors l'exemple est un peu fait pour ça, mais pour montrer un peu l'impact, c'est que vous vous retrouvez globalement avec une courbe de profit cumulé inférieure à ce que c'était par le passé lorsque vous aviez en fait 5 produits. Et vous pensez que vous éliminez les produits à faible marge en marge brute et vous les réallouez sur les produits à plus forte marge. Sauf que vous êtes sur une logique de marge brute, alors qu'en fait, si vous regardez ici le tableau, qui est rigoureusement le même calcul, mais en prenant la marge contributive. La marge contributive, au sens ligne du terme, c'est les ventes moins les coûts variables. Vous arrivez à la marge sur coût variable qui vous montre que quelque part, vos produits B, C, D et E sont peut-être le produit E qui marge un peu moins bien. Tout simplement parce que vous n'allouez pas là les frais généraux. En fait, on démontre sur beaucoup de sujets que l'allocation des frais généraux vont amener de la distorsion dans les orientations et les décisions qui vont être prises, notamment sur le choix des différents produits. Les coûts complets sont une hérésie, en fait. Ben, je dirais que le mot est un peu fort, mais l'approche coût complet pour aller essayer de prendre des orientations de décision entre du faire ou du faire et des choix de production, je dirais que c'est quand même un peu problématique. Donc moi, après il peut y avoir plusieurs écoles de pensée, hein. Ouais. Je ne veux pas non plus ici être, je dirais, moi, ma doctrine, entre guillemets, mais qui était ma doctrine lorsque j'étais opérationnel, c'était plutôt de la marge contributive, et voire même, j'allais un peu plus fort, puisque je ne considérais à un moment donné que seule la matière première, sur un horizon de données court, est un coût variable. Les autres coûts peuvent être considérés comme des coûts fixes. Et ça, je dirais, après, ne rentrons pas non plus dans des querelles d'experts. Moi, ce que je dis simplement, c'est que je vois encore des prises de décision qui sont faites sur la logique de coût complet. Alors, là, je vous ai mis, alors ça vient pas de moi, hein, c'est extrait du livre, extrait du livre The Valued Accountant, qui a été écrit par, je dirais, la personne qui a rédigé le Real Numbers, hein, donc James Cunningham, et qui fait référence dans le monde du lean accounting. Donc là, je vous ai simplement mis les 5 drivers qui permettent en fait de travailler sur, on va dire,
l'amélioration des performances et qui ont un impact globalement au niveau de la finance, mais qui, parfois, et on l'a vu précédemment, ne se traduisent pas directement, ne se traduisent pas directement dans le compte de résultat. D'accord? Donc, on retrouve là des choses qui sont assez classiques, avec, vous voyez sur le schéma, la notion très importante en fait de marge contributive et d'augmentation de la marge contributive, avec ici l'optimisation des capitaux employés. Donc on va retrouver des choses qui sont assez classiques de rotation des stocks, d'encours du lean time et de dimension des investissements, en fait, de la rentabilité des capitaux employés. Alors, en fait, l'idée, c'est de se dire, bon, ok, très bien, mais si on ne peut pas faire du coût unitaire, alors comment est-ce qu'on fait? Là, je vais passer assez vite parce que je vois que le temps nous presse. En fait, on est sur une logique qu'on appelle de value stream costing, c'est-à-dire qu'en fait, on applique, on alloue les coûts aux chaînes de valeur. D'accord? Donc, et l'objectif, c'est de minimiser l'allocation des frais qui sont considérés comme étant des frais généraux. Donc là, vous avez ici des fonctions support. Eh bien, le but du jeu, dans une logique de value stream costing, c'est de pouvoir allouer directement l'ensemble de ces coûts par famille de produits. Et donc là, on s'éloigne de la gestion, je dirais, du suivi du coût unitaire, mais plutôt, on est plutôt au niveau du coût par chaîne de valeur. Donc, les box scores, donc ça, c'est un point qui est, je dirais, qui est fondamental, qui permet en fait de réconcilier, on va dire, le monde opérationnel du monde financier. Donc là, c'est un exemple de balance scorecard dans lequel on va suivre un certain nombre d'indicateurs. Et souvent, dans les box scores, en fait, on retrouve des indicateurs financiers, des indicateurs opérationnels, donc taux de service client, taux de refus, lead time, indicateurs financiers, marge contributive à la value stream, la rentabilité des capitaux employés, la rotation des stocks. Et puis, on a aussi, au niveau je dirais, des indicateurs, taux de fréquence, et puis les heures moyennes de formation, d'accord, le taux de fréquence. Et là, je me suis trompé, j'ai mis 2 fois taux de fréquence, en fait, le taux d'absentéisme, d'accord. Alors, pour ceux que ça intéresse, il existe une bibliographie on va dire, assez importante sur le sujet, qui traite en fait du lean accounting ou du throughput accounting. Le throughput accounting, c'est un peu une dérivée du lean accounting en y mettant, je dirais, de la théorie des contraintes. À ce titre, il y a des exemples qui sont vraiment très très parlants et qui montrent du doigt, je dirais, la nécessité en tout cas de vouloir, je dirais, penser un petit peu différemment. Ok, donc l'idée de notre webconférence, et on l'a vu, c'est qu'à un moment donné, le lean et la finance ont des synergies, sont complémentaires, même si on a vu que sur certains points, il fallait peut-être un petit peu creuser pour essayer d'aligner, je dirais, les deux thématiques. Ce qu'on observe aujourd'hui sur des entreprises qui sont un peu en tension, voire en difficulté, c'est que l'alliance, je dirais, des deux font qu'on va pouvoir à la fois sécuriser et développer. La sécurisation se fait principalement, je dirais, sur du court terme, par une approche, on va dire, financière, c'est-à-dire, c'est clair que si vous avez votre activité qui dévisse de 80%, là, vous avez le chômage partiel, il y a les PGE, il y a aussi le fait de monter très très rapidement des suivis de trésorerie ou de BFR, c'est bien évidemment, les grands groupes le suivent. On s'aperçoit que dans les PME, le suivi de BFR, la balance AG et la trésorerie n'est pas forcément, je dirais, suivi de manière prévisionnelle. Donc là, il y a sur ces sujets-là comment dirais-je,
des actions rapides à mener. Donc, on a quatre leviers pour essayer je dirais, de sécuriser puis de développer. Le premier levier, c'est la gestion de projet, c'est-à-dire de construire en fait une sorte de war room ou d'AIC projet dans lequel on va suivre quotidiennement, hebdomadairement, dans une logique vraiment de war room, entre guillemets, et dans une gestion de projet, mais simplifiée, avec une gestion des risques pour essayer d'anticiper et de communiquer. La communication dans les périodes de crise revêt aussi un caractère important parce qu'il y a l'aspect interne, communiquer auprès effectivement des salariés, mais aussi auprès de l'écosystème externe et notamment auprès des banquiers. Là, il est important, pour le coup, notamment pour les PME, d'avoir de bonnes relations avec ces banquiers, notamment pour essayer d'avoir, je dirais, la possibilité d'accéder à des prêts garantis par l'État ou à des choses de genre. Le repositionnement stratégique, ça, c'est un outil ou un moyen. Alors, c'est pas toujours évident à faire quand on est en période de crise, mais en tout cas, il y a quelques exemples qui font que très rapidement, on peut, sur tout ou partie d'une filière ou d'un métier, se repositionner pour essayer de préserver, je dirais, du chiffre d'affaires. Bien sûr, la restructuration financière, avec, je dirais, une vision peut-être plus précise sur le cash. Et donc là, on revient sur l'écoulement, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas tant le compte de résultat, c'est aussi est-ce qu'on va pouvoir, à la fin du mois, payer les salaires et payer les fournisseurs. Et là, on est vraiment sur une logique de cash accounting. Donc ça, c'est fondamental. Et communication, eh bien, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire auprès des collaborateurs et puis auprès de l'écosystème lorsqu'on est en période un peu secouée comme on le vit, je dirais, en ce moment. Et pour terminer, en fait, la difficulté réside dans le juste équilibre qu'on doit avoir entre ce que les acheteurs appellent le cost out et le value in. Le cost out, c'est typiquement des projets de réduction de coûts. Le value in, c'est des projets de création de valeur. Et c'est vrai que pas toujours facile à pouvoir. On est sur un chemin de crête qui est pas évident à suivre, mais en tout cas, pour nous, il nous paraît que tout ceci est un juste équilibre entre les deux approches. Et enfin, et pour terminer, avant de passer aux questions, si on veut s'attendre à des nouveaux résultats, il faut peut-être aussi, dans certains cas, voilà, changer notre fusil d'épaule par rapport notamment, je fais ici mention au calcul des coûts industriels et à l'optimisation du coût de revient unitaire. Oui, pour terminer également, donc anticiper l'environnement VUCA, c'est la réactivité, l'anticipation et la flexibilité et l'agilité dans nos entreprises. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci Eric et Samuel du coup pour la présentation. C'est bon, on est dans les temps, il n'y a pas de souci. Du coup, on va passer à la session des questions-réponses. Donc, du coup, je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Et on va déjà commencer par répondre à celles qui ont déjà été posées. Donc, du coup, on a une première question qui est sur le slide 7. Il y a une personne qui demande si cette courbe, elle concerne quel périmètre? Elle concerne le périmètre national, européen ou mondial sur le slide 7? Non, si on fait mention à l'étude du HBR, on est plutôt sur les entreprises américaines de mémoire. Très bien, c'est clair. Ensuite, on a une autre question. Donc, la personne demande, donc en fait, il y a un peu 3 questions en une. La personne demande, est-ce qu'on utilise la théorie des contraintes ou TOC pour agir sur le débit de la valeur ajoutée, le lean management pour agir sur la vitesse de la valeur ajoutée en réduisant le lead time et le Six Sigma pour agir sur la qualité de la valeur ajoutée? Oui, mais ça c'est en fait le Six Sigma va effectivement avoir une approche liée à la qualité, c'est clair, notamment à la variabilité. Donc on va s'attacher à traiter de la variabilité. Le TOC va avoir un regard particulier sur les goulots d'étranglement. Et en fait, l'objectif quand même,
pour faciliter un écoulement. Et là, le lean, par de l'amélioration continue, par des chantiers, va faciliter l'écoulement. Le problème, c'est que de temps en temps, on fait du lean sur des postes qui sont pas non goulot. Alors, bon, c'est bien, on améliore, mais sauf qu'on n'améliore pas le process en entier parce qu'on n'a pas forcément identifié le goulot. La problématique, et notamment sur les calculs de coûts, parce que là, je ne l'ai pas forcément trop détaillé, parce qu'en 45 minutes, on ne peut pas faire, mais quand on commence à vouloir orienter, par exemple, la décision de maximiser tel ou tel produit en utilisant la théorie des contraintes, il faut qu'on ait à minima la certitude de localiser le goulot. Alors, dans certains cas, c'est assez simple, il suffit d'aller se balader en atelier, puis là où il y a du bordel devant le poste, il y a forte chance à ce que ce soit un goulot, mais parfois, c'est un peu plus vicieux que ça, c'est-à-dire que le goulot, il peut être mouvant, en fait, il peut bouger. Et là, c'est plus compliqué. Donc, moi, j'aime bien, enfin, en tout cas, sur la partie valorisation des coûts, de mettre une logique de théorie des contraintes et notamment pour valoriser en fait la marge contributive. La marge contributive, en fait, on va travailler sur la marge contributive ramenée à l'ordre d'utilisation du goulot. Bon, je suis peut-être un peu trop tech là, mais c'est quand même ça dont il s'agit. Parce qu'en fait, quand on dit maximiser en fait le profit, on sait bien que le poste cadenceur, enfin celui qui va dicter, c'est le poste goulot. Donc il faut qu'on ait une vision relativement précise de la capacité en fait de délivrance entre guillemets du goulot. Et c'est bien sur ce poste-là qu'on va devoir faire référer nos calculs. Mais oui, je dirais la dualité entre Lean, théorie des contraintes et Six Sigma, moi je les oppose pas. Hein. Moi, je suis plutôt un praticien de terrain, donc l'important c'est de favoriser l'écoulement, de faire péter les goulots d'étranglement et puis aussi de travailler sur la variabilité avec les gens sur le terrain. Très bien. Merci pour ta réponse. Ensuite, on a une autre personne qui fait une remarque qui dit que si nous n'avons pas de problème de cash et que nos clients ne nous demandent pas plus de réactivité, je ne vois pas dans ce cas d'amélioration à augmenter le coût de revient du produit. Ah mais, comme je l'ai dit, moi à augmenter ou à le baisser? Augmenter. Non, il n'y a pas enfin, le coût de revient, en fait, il n'y a pas nécessité, il n'y a pas la volonté d'augmenter un coût de revient, mais je reviens, si on n'a pas de problème de cash, d'accord? Si on n'a pas de problème de cash et si on a des clients et on est sur un secteur qui est porteur, bon, ben, quelque part, moi, ce que je dis simplement, c'est que regardons la manière dont, quand même, est utilisé en fait le cash. Et là, on peut aussi avoir une réflexion sur la rentabilité des capitaux employés. Par exemple, il y a des entreprises qui n'ont pas de problème de cash, et c'est pour ça qu'elles se couvrent en termes de stock à 6 mois, alors qu'elles pourraient être couvertes à 3 mois. Ça peut entacher sur le long terme des décisions d'investissement, de repositionnement stratégique. Après, encore une fois, hein, c'est un choix d'entreprise, c'est un choix de direction. Chacun pilote son entreprise comme il a envie de le faire. Yes. Ensuite, on a une personne qui demandait si, tu sais, en fait, sur la slide numéro 20, où il y a les 3 graphes qui parlent de chiffre d'affaires, etc., si c'était possible d'avoir plus de commentaires sur ce slide. Je sais pas si tu vois lequel c'est. Tu sais, ça fait les 3 graphes. Attends, regarde. Hop, c'est simple, on va retourner dessus. C'est ce slide-là. Ah oui. Ouais, je suis passé peut-être un peu vite. En fait, quand vous voyez évolution, chiffre d'affaires et taux de production, donc la courbe bleu foncé est une courbe qui matérialise le taux de production des consultants. On va dire le taux de facturation des consultants. D'accord? La courbe en bleu clair, elle matérialise le chiffre d'affaires annuel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, on a fait baisser le taux unitaire, en fait, on a fait baisser le taux de facturation des consultants tout en
tout en augmentant en fait le chiffre d'affaires. C'est pour illustrer, j'ai trouvé que ça illustrait bien le slide précédent du fait que au-delà d'une certaine valeur en fait de saturation, on dégrade. Alors, ce qui n'est pas illustré là, c'est comment dirais-je, c'est le turnover, le bien-être. Là, il faudrait qu'un consultant puisse s'exprimer, mais des fois, il s'exprime, mais je sais pas, il y en a peut-être pas là, mais c'est ça qu'on vise aussi. C'est-à-dire que si chaque fin d'année, oui, bah, je fais appel à la sous-traitance, mais c'était aussi le but, c'est-à-dire c'est de pouvoir continuer à s'asseoir sur un développement, bah, d'abord en ayant des sous-traitants, donc ça fait bosser des sous-traitants, et chez nous, les sous-traitants, c'est des consultants indépendants, et en fait, on fait bosser des consultants indépendants, mais en plus, on désature les consultants internes, c'est-à-dire qu'ils vivent mieux. Ouais, tu réconcilies l'économique et le social. C'est-à-dire qu'ils vivent mieux parce que c'est quand même des métiers. Alors tous les métiers sont pas simples, mais on a quand même sur des métiers qui sont pas simples. Donc de pouvoir baisser un peu la pression sur les consultants fait que et ça nous a pas empêché de nous développer, de prendre des nouveaux marchés parce que un consultant qui est complètement cramé, il écoutera moins son client. Donc c'est ça. Alors après, pour être tout à fait transparent et honnête avec vous, peut-être que le 52%, on y est allé peut-être un peu fort. Bon, faudrait peut-être remonter un peu. Bon, mais en fait, voilà, c'est juste comment dirais-je, une manière d'appréhender les sujets qui est pas évident, hein, qui est pas évident. Mais nous, ce qu'on a voulu faire, c'est baisser un peu la pression sur les consultants, faire appel à de la sous-traitance. C'est vrai, accepter une petite dégradation au niveau du résultat, mais accélérer quand même un petit peu notre développement. Bon, c'est un choix. Hein. Yes, très bien, merci. Ensuite, on avait une autre question, une personne qui posait est-ce que l'entreprise s'appuiera aussi sur le savoir-faire, l'expérience et le professionnalisme de son personnel? Ah ben c'est l'essentiel en résolution de problème. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une logique, je dirais, d'amélioration continue, on dit souvent c'est ceux qui qui font qui ont la connaissance en fait de l'amélioration. Donc bien évidemment que la vraie performance en fait d'une boîte, c'est la capacité de l'ensemble des collaborateurs à pivoter ultra rapidement, et en particulier dans les temps qu'on connaît tous en ce moment, où c'est facile pour personne, je pense. Et notamment sur certaines filières qui seront durablement touchées. Je pense notamment à l'aéro ou à la filière auto ou des choses de genre. Mais c'est vrai que, en fait, les boîtes, certainement, qui vont le mieux s'en sortir, au-delà de récupérer des marchés, des clients, etc., c'est les boîtes qui auront su trouver un alignement et un engagement avec leurs collaborateurs dans ces périodes qui sont difficiles quand même. Hein. Le télétravail, on en parle, j'imagine que c'est le cas pour chacun d'entre vous. Moi, Camille peut témoigner, hein, elle est 100% en télétravail, ça la fait pas rire, quoi. C'est pas évident non plus de garder le relationnel, l'humain, parce qu'on nous explique que bon, à distanciation sociale, masque et télétravail, et c'est très bien. Je pense que je dirais que ça, on voit les impacts commencent à arriver, et c'est tant mieux. Mais c'est clair que là, l'engagement des collaborateurs dans une boîte, c'est fondamental, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le vecteur, je dirais, c'est le vecteur. Alors après, mais quand vous allez voir un banquier, comme le disait Goldratt, hein, ce qui est dommage, c'est que l'actif humain, il n'est pas dans le bilan. Et quand vous allez voir un banquier, si vous y allez avec l'actif humain, il va vous dire oui, ok, mais ok,
es capable de rembourser combien dans 1 mois, 3 ans, 6 ans. Et d'ailleurs, on le voit là, et Samuel peut en témoigner. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui souffrent, et les banquiers, ils commencent à serrer au niveau des prêts. Hein. Ouais, c'est ça, tout à fait. Autant au mois d'avril-mai, effectivement, pour aller chercher le PGE, c'était assez facile. Autant aujourd'hui, ça devient très compliqué. Voilà, parce que les situations, les fonds propres se dégradent, les résultats d'entreprise ne sont plus là. Donc, ils vont regarder effectivement si on a la CAF suffisante pour pouvoir rembourser un prêt garanti d'État qui pourrait être donné. C'est ça le problème. Et c'est là où on est aussi aux frontières, c'est-à-dire, c'était Pascal Arnaud, responsable du marketing chez nous, qui me disait ce matin, je cite souvent Danone, l'entreprise à mission. Danone, je crois que c'est la seule boîte du CAC 40 qui s'est dit, tiens, je vais avec son patron qui est quand même une figure. Enfin, je pense que c'est quelqu'un, Emmanuel Faber, c'est quelqu'un, je pense, qui a des valeurs, qui a des valeurs humaines. Il a fait notamment, il y a ici 2-3 ans, une remise des diplômes à HEC où il a parlé de la mort de son frère, hein, qui était gravement malade. Enfin bon, Emmanuel Faber, je pense que c'est pas un, mais Emmanuel Faber, c'est ce qu'il dit, c'est que bon, le fait d'être une entreprise à mission ne, ne s'affranchit pas d'être une entreprise qui doit faire du profit. Ouais, Je veux dire, c'est mécanique. Alors après, c'est toute la notion de la rentabilité des capitaux propres. Alors, je voudrais citer, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, mais Patrick Artus, c'est pas un gauchiste, hein, c'est le chef économiste de la banque Natixis. Lui, ce qu'il dit, c'est que la folie de vouloir avoir une telle rentabilité des capitaux propres fait qu'effectivement, ça oriente sur des décisions d'entreprise qui sont malheureusement parfois des décisions de cost-killing. Est-ce que nous, je veux dire, nous, on n'aime pas ça parce que vous l'aurez compris, notamment chez XL, pour ceux qui nous connaissent un peu, on est plutôt orienté sur du value-in que sur du cost-out, hein, pour être tout à fait clair. Mais pour autant, quand vous avez une situation qui se dégrade avec une cinétique qui est super rapide, à un moment donné, quand vous ne pouvez plus payer les fournisseurs et les salaires, vous déposez, quoi. Et c'est vrai que, bon, je pense quand même, enfin, après, là, on- on déborde un peu, mais je pense sincèrement que l'État a répondu en termes de PGE. C'est vrai que sur le premier confinement, nous, on est allé sur du PGE, c'est clair, mais comme beaucoup de nos clients d'ailleurs. Bon, c'est vrai que Oui, maintenant, nous, on a conseillé à nos clients effectivement d'aller chercher le PGE, effectivement, si c'est à bon escient. Hein, quand on regarde effectivement Bridgestone, le site de Béthune là, qui ferme, moi je suis vraiment concerné. Hein, une partie de ma clientèle va avoir les conséquences de la fermeture du site. C'est vrai que ça fait mal, quoi, hein, parce qu'effectivement, on ne comprend pas pourquoi. C'est la logique des cost killing, comme tu disais. Hein, donc, c'est tout. Là, on est dans une logique financière pure. L'humain, bon, je ne connais pas le contexte, mais on a l'impression qu'effectivement, l'humain n'est pas considéré comme un investissement, hein, comme tu as l'air effectivement de le dire. Voilà. Donc ça, alors c'est notre débat. Alors je sais que certains pourront nous penser humanistes, mais pour autant, le thème, je dirais, de la conf, c'était lean et finance. Et c'est vrai que c'est à la fois le lean et la finance ont parfois mauvaise presse. Alors de vouloir associer les deux, c'est vrai qu'on est courageux. Mais moi, je pense qu'une finance responsable, une finance équilibrée, une réconciliation de l'économique et du social, c'est tout à fait c'est tout à fait jouable. En tout cas, il y a des dirigeants qui pensent comme ça. Moi, j'espère en faire partie. Et voilà, maintenant, c'est vrai qu'on a connu des périodes plus aisées, plus simples. Mais bon, voilà, j'espère que cette conférence vous a intéressé. Donc, j'ai vu, oui, vous aurez les slides. Donc, regardez, il y a pas mal de bouquins. Malheureusement, ouais, oui, ça fonctionne, éco et social, mais on essaye. Ouais. Et donc, il y a pas mal de bouquins. Alors, malheureusement, ils sont un peu écrits en anglais. Il y a à ce jour pas de bouquins
Marc, je ne sais pas si tu es là, si tu peux me contredire. Je pense qu'il n'y a pas de bouquin aujourd'hui qui a été écrit en langue française. Alors nous, on va sortir un petit livre blanc où vous reverrez un peu tout ça, et puis il y aura pas mal de bibliographies, quelques exemples, des témoignages aussi de financiers qui ont mis en place ces pratiques, ces logiques. Et donc on devrait le sortir, je pense, dans peu de temps. Voilà. Autrement, si vous avez des questions plus précises sur certains sujets, je suis à votre dispo. Merci en tout cas, merci à tous. Et bah Merci. super. Merci beaucoup du coup à tous les deux, Samuel et Eric. Merci à tous pour votre attention. Et voilà, comme a dit Eric, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur les réseaux, sur notre site internet, si vous avez d'autres questions. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon appétit. Merci beaucoup.